Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le dimanche 31 mai 2026 et je suis là pour parler de la dernière évolution, ou je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un progrès, mais en tout cas, de la situation actuelle entre l'Iran et les États-Unis. Il semble que Donald Trump ait envoyé une lettre ou un message écrit à l'Iran en passant par le gouvernement pakistanais. D'après ce qu'en dit le New York Times, il s'agirait d'une sorte d'ultimatum adressé aux Iraniens. Alors, qu'est-ce qu'on en sait exactement? Pour l'instant, on n'a pas encore entendu la réaction des Iraniens, ni ce que contient cette lettre, ni ce que dit ce message. Mais du point de vue iranien, aujourd'hui, il y a certains points essentiels, cruciaux, qui ne peuvent pas être modifiés. Je dirais que la première chose, c'est le cas du Liban et la guerre entre le Liban et Israël. Israël vient tout juste de franchir le fleuve Litani dans le sud du Liban. Vous vous souvenez, ils avaient défini une ligne jaune dans cette région. Eh bien, ils ont maintenant dépassé cette ligne, le Litani. Ils sont en train de le traverser. Et il semble qu'ils envisagent de créer une zone morte, une zone tampon, dans le sud du Liban. Un peu comme ils l'avaient fait dans le sud de la Syrie, vous vous rappelez, du côté du plateau du Golan. Le problème, c'est que si on se souvient de ce qui s'est passé avec le Golan, tout tournait autour de cette idée de zone tampon entre la Syrie et Israël. Puis, après la chute de Bachar el-Assad, ils sont allés de plus en plus loin, avançant vers le nord de la Syrie. C'est le plan du côté israélien. Ils définissent une zone tampon, puis l'élargissent, en montant et en détruisant tout sur leur passage. Et cette zone tampon ne cesse de grandir. Plus tard, ils veulent y envoyer des colons. Il n'y a rien à faire concernant la Turquie et les autres pays. Avant la chute d'Assad, vous vous souvenez, tout tournait autour de l'Iran et de la Russie qui essayaient de manipuler la Syrie. Ils font tout là-bas. Ce sont eux qui créent les problèmes dans cette région. Ils soutiennent Assad. Assad tue des gens. Rappelez-vous simplement ce qui s'est passé depuis la chute de Bachar el-Assad. Combien de personnes ces Al-Jolani et sa bande ont tué jusqu'à présent? Et combien d'entre eux ont été tués par les Israéliens? Les Israéliens bombardent à chaque fois qu'ils préparent quelque chose avec le Liban ou Gaza. Ils frappent des cibles en Syrie. C'est le plan du côté israélien. Mais pour ce qui est du sud du Liban, je ne sais pas si vous avez vu les dernières images qui viennent du Liban. Ils en font vraiment beaucoup. Le Liban ne va pas devenir la Syrie. Je dirais même que sous Assad, il n'était pas aussi dur que ça. Tout tournait autour de la présence iranienne et de la présence russe. Ces deux-là soutiennent le gouvernement d'Assad. Mais le Liban, c'est une toute autre histoire. Le Hezbollah, c'est une armée très bien formée et bien préparée. Ils savent se battre sur le terrain. Ils peuvent utiliser leur... Enfin, ils n'ont pas énormément de moyens pour combattre. Mais ils ont des drones. Et surtout, ils ont l'essentiel. Des roquettes. Pas de missiles balistiques, non, mais des roquettes. Et ces roquettes sont assez performantes. Elles frappent des cibles dans le nord d'Israël, notamment dans la ville de Kiryat Shmona. J'ai juste oublié le nom tout à l'heure. Ils ont touché la cible, et le dôme de fer n'a pas réussi à intercepter les roquettes. Ce sont bien des roquettes, pas des missiles balistiques ou quelque chose de ce genre. Ça montre à quel point Israël est faible aujourd'hui. C'est le résultat de la guerre entre Israël et l'Iran, entre les États-Unis et l'Iran. C'est pour ça qu'ils sont si affaiblis en ce moment, pendant qu'on parle. Le Hezbollah le sait très bien. Le plan dans le sud du Liban. Je vais revenir à ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, mais je pense que le cas du Liban est vraiment essentiel. Il n'y a aucun moyen d'arriver à un accord, quel qu'il soit, entre l'Iran et les États-Unis, sans prendre en compte le Liban. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer ce qui se passe, ce qui est en train de se produire dans le sud du Liban.
describe what's going on, what is happening in the southern part of Lebanon. So, by the use of FPV drones, Alors, avec l'utilisation de drones FPV, il y a juste quelques instants, avant de venir ici, j'ai vu de nouvelles images. On voit ces drones frapper tous ces véhicules, des véhicules israéliens. Vous savez, ceux qui vont sur le terrain pour aider les soldats, ou ceux qui transportent des soldats israéliens, ils se font toucher par des drones FPV. Donc, ils détruisent tout. Le système de défense aérienne n'arrive même plus à se protéger lui-même. Les batteries du système de défense, les batteries du dôme de fer, ont été touchées plus de 5-10 fois, rien que la semaine dernière. On comprend donc la gravité du problème auquel Israël fait face en ce moment. C'est stratégique, comme on dit en Israël. Ils disent que ce n'est pas un problème technique, c'est un problème stratégique, et ils n'ont aucune solution à ça. Aucune. Vous savez ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Même un pays aussi puissant que la Russie, face à ce genre de situation, et il faut se rappeler que c'est un territoire immense, eh bien, les Ukrainiens envoient des drones pour tuer des civils en Russie. Et c'est ça le problème avec les drones. Et Israël, eux, n'ont pas un système de défense aérienne comme celui de la Russie. Ils n'ont pas de S-400, ni de S-500, ni de S-300. Ce sont des systèmes énormes, les meilleurs systèmes de défense aérienne au monde. Personne d'autre n'a ça. Alors imaginez un peu ce qu'a Israël. Le dôme de fer. Just imagine what Israel has. Iron Dome, Patriot System, and THAAD. Le système Patriot et le THAAD. Ces deux systèmes ont été en quelque sorte neutralisés pendant la guerre entre l'Iran et Israël, parce qu'ils ont utilisé tous leurs intercepteurs, ou presque, pendant le conflit. Et maintenant, ils ont peur, parce que si quelque chose éclate entre l'Iran et les États-Unis, ils vont être frappés encore et encore. Alors ils doivent garder leurs intercepteurs. Ils ne veulent pas les utiliser. Ils doivent être prudents, parce qu'ils en ont plus beaucoup. C'est pour ça qu'ils utilisent le dôme de fer. Et quand on regarde le prix de ces drones, à quel point ces drones sont chers? En réalité, ils ne le sont pas tant que ça. Et le coût des intercepteurs pour la défense aérienne, c'est même pas comparable. Israël mène une guerre dans laquelle il n'a pas vraiment la capacité de riposter. Son système de défense aérienne est en train de faillir. Et on voit bien qu'ils n'arrivent pas à intercepter les drones FPV. Ils ont essayé de mettre en place des sortes de filets pour empêcher ces drones d'atteindre leur cible. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'ils disent eux-mêmes que c'est un problème stratégique pour Israël. À mon avis, ils peuvent entrer dans le sud du Liban, frapper des cibles, détruire des villes et des villages. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent garder le territoire? Non, ils ne le peuvent pas. C'est la réalité, puisqu'ils ne peuvent même pas utiliser la partie nord d'Israël. Souvenez-vous simplement de ce qui se passe dans le nord d'Israël. Ils n'y sont plus. Depuis le début de la guerre à Gaza, la guerre israélienne contre Gaza et contre la Palestine, les attaques dans le nord d'Israël ont fait partir les habitants, les colons, de cette région. Depuis, ils ne sont pas revenus. Certains sont revenus un moment, puis le Hezbollah a intensifié ses frappes, a visé des cibles dans le nord. Alors, ils sont repartis vers le centre ou vers le sud du pays. Et c'est ça, la réalité. Tant qu'ils veulent rester dans le sud du Liban, personne ne retournera vivre dans le nord d'Israël. C'est aussi simple que ça. Peu importe ce qu'Israël peut dire. Je vais créer une zone tampon ou une zone morte, appelez ça comme vous voulez, mais ce ne sera pas un nouveau plateau du Golan pour Israël. Et le Hezbollah, ce n'est pas Bachar al-Assad. C'est complètement différent. Ils sont prêts à se battre jusqu'au dernier. Et ils deviennent plus forts. Croyez-moi, ils deviennent vraiment plus forts. Ils sont plus puissants qu'ils ne l'étaient avant l'assassinat de Sayed Nasrallah. Aujourd'hui, ils sont plus forts. Israël détruit en toute sécurité, simplement parce que le Hezbollah n'a pas de système de défense aérienne.
Enfin, ils en ont un, mais ce système sert surtout à abattre des drones ou certains véhicules. Il n'est pas capable d'atteindre des avions de chasse. C'est là que se pose le problème du côté du Hezbollah. Mais quand on parle du combat souterrain, des forces, du vrai affrontement, Israël n'est même pas comparable au Hezbollah. Le Hezbollah a combattu Daesh, l'État islamique, pendant très longtemps, en Syrie et en Irak. Ils sont préparés, ils sont extrêmement entraînés. Et les personnes qui dirigent aujourd'hui le Hezbollah sont les mêmes qui se battaient directement sur le champ de bataille contre Daesh, contre l'État islamique. C'est ça leur avantage. Et au-delà de ça, il est impossible pour les Iraniens d'ignorer ce qui se passe entre Israël et le Liban, et en même temps de conclure un quelconque accord avec les États-Unis. C'est le point essentiel. C'est le premier point. Et vous vous souvenez, dans toutes ces négociations, directes, indirectes, les messages, les échanges écrits, les allers-retours, tout tournait autour du premier point. La première étape, c'était de mettre fin à la guerre sur tous les fronts. Ce n'est pas seulement le Liban, c'est aussi la Palestine, c'est Gaza et la Cisjordanie également. Donc si vous voulez un cessez-le-feu, quel qu'il soit, il faut tout faire, sur tous les plans. Les États-Unis, c'est pour ça que je ne vois pas, enfin, je ne vois rien se passer entre l'Iran et les États-Unis. L'administration Trump n'a pas la capacité d'aboutir à un accord, quel qu'il soit. Il aime appeler ça un deal, parce que, dans sa tête, c'est un homme de deals. Mais il ne nous a montré aucun signe qu'il en soit capable. Est-ce qu'il l'a fait en Ukraine? Est-ce qu'il l'a fait tout court? Est-ce qu'il entretient une bonne relation avec un seul pays sur cette planète? Les Européens étaient ses alliés. Quelle est la relation aujourd'hui entre les États-Unis et l'Europe? Quelle est la relation entre la Russie et les États-Unis? Vous vous souvenez du sommet Anchorage, en Alaska? Il disait « Je vais y aller, parler pendant une semaine, et tout va changer. » Ce sera le sommet décisif, celui qui va rapprocher les deux pays et mettre fin à la guerre en Ukraine. Il ne s'est rien passé. C'est juste que ce type fait du bruit, rien d'autre. C'est un showman. Il veut faire parler de lui dans les médias. Point final. Parce qu'une fois qu'il revient, voilà que l'establishment débarque. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et maintenant, tout le monde sait qui est cet establishment. L'establishment ne veut pas mettre fin à la guerre en Ukraine. L'establishment, c'est un peu autre chose. Je dirais que je ne sais pas vraiment à quel point l'establishment a été impliqué dans les décisions de lancer cette guerre contre l'Iran. Mais l'establishment est entièrement sioniste. Ils soutiennent tous Israël. Et même s'ils avaient quelques désaccords avec Donald Trump sur le fait de ne pas déclencher la guerre contre l'Iran, ce n'était pas parce qu'ils refusaient d'attaquer ou de lancer une nouvelle guerre au Moyen-Orient. C'est le même establishment, ou si vous préférez, le même État profond, celui qui a lancé les guerres en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie, et j'en passe. Ils ont détruit des pays entiers pendant des années. C'est toujours le même système. Mais aujourd'hui, le débat, la différence qu'ils ont entre eux, aux États-Unis, c'est plutôt « non, on n'était pas prêt à commencer cette guerre ». Et pourquoi? Parce que l'Iran, ce n'est pas l'Irak. L'Iran, ce n'est pas l'Afghanistan. L'Iran, lui, va riposter. C'est ça le problème avec l'establishment. Mais au fond, il n'y a pas de vraie différence. Quand Donald Trump reviendra, il aura la même vision, la même logique, le lobby israélien, les sionistes. Lindsey Graham, Mark Levin, tous ces gens-là. Si vous voulez comprendre ce qui se passe à Washington, regardez ce dont parle Lindsey Graham. Regardez ce qu'on est en train de faire. Vous vous moquez de ces types. Mais croyez-moi, ce sont eux qui tiennent les rênes à Washington. Ce n'est pas Donald Trump. Donald Trump à Washington, c'est personne.
Il n'a aucune idée de ce qui s'y passe. Son affaire, c'est de gagner de l'argent pour lui et pour sa famille. Et là-dessus, croyez-moi, il s'en sort très bien. Il réussit, il est content, il n'a pas besoin de plus. Et quand on lui a posé une question sur le système financier des Américains, il a répondu « Je m'en fiche ». Il faut éliminer la menace iranienne, tu sais, c'est-à-dire le programme nucléaire iranien. Ils veulent produire plus de bombes, plus de missiles. Ils veulent détruire Israël. Et après Israël, ils s'en prendront à nous. C'est ce qu'ils vendent au peuple américain. Et personne ne réagit pour dire « Mais quand est-ce que l'Iran a dit qu'il allait attaquer les États-Unis? Quand est-ce que ça s'est produit? Quel intérêt aurait l'Iran à attaquer les États-Unis? Personne ne veut attaquer les États-Unis. Ni la Russie, ni la Chine, ni l'Iran. Pourquoi? Parce que c'est à l'autre bout de la planète. Qu'est-ce qu'ils ont, eux? C'est les États-Unis qui viennent en Asie de l'Ouest. Regardez l'Iran aujourd'hui. Regardez la carte de l'Iran aujourd'hui. Regardez toutes ces grandes et magnifiques bases américaines au Moyen-Orient, celles qui entouraient l'Iran avant que cette guerre ne commence. Qui vient s'installer dans le voisinage? Qui met la pression sur les autres pays? Qui a poussé l'OTAN jusqu'aux frontières, jusqu'à la porte de la Russie? Qui a forcé la Russie à entrer en guerre? Qui a dit « Vous n'êtes rien, on va vous écraser, on va détruire votre économie, on va anéantir votre armée en Ukraine, on va vous piéger en Ukraine. Et après tout ça, on va vous diviser, on va détruire la Russie, on va la morceler en fédération. » Qui essayait de faire ça? Ce n'était pas l'administration Trump. C'était l'administration Biden. Oui, c'est un processus qui a été lancé et mené à terme par l'administration Biden. Non, Donald Trump faisait partie de ce plan. Vous vous souvenez, quand Donald Trump était président, pendant son premier mandat, il se vante à chaque fois qu'il parle de la guerre en Ukraine. J'ai envoyé des javelins à l'armée ukrainienne. Personne n'avait donné ces magnifiques missiles, ces armes à l'Ukraine. Moi, je l'ai fait. Il fait partie du plan, pas de la solution. Et beaucoup de gens aux États-Unis ne sont pas contents de ça. Je parle des gens ordinaires. Je parle de ceux qui en ont assez de ces guerres sans fin. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas d'une guerre contre la Russie. Ils ne veulent pas d'une guerre au Moyen-Orient. Depuis 20 ans, l'Irak, l'Afghanistan, regardez ce qui s'est passé. Tout tournait autour du moment où ils ont commencé la guerre. L'objectif, c'était de vaincre, de détruire les talibans. Et plus tard, on a vu ce qui s'est passé avec l'administration Biden, qui a tout donné aux talibans avant de se retirer. À quel point ces images de soldats américains quittant l'Afghanistan sont-elles humiliantes? Pourquoi fallait-il faire ça? Pourquoi? Et vous savez bien que l'Iran, ce n'est pas l'Irak. Ce n'est pas l'Afghanistan. On l'a déjà dit dans ce podcast, j'ai plus de 20, 30 épisodes où je parle de la réaction que pourrait avoir l'Iran si les États-Unis attaquaient l'Iran. Tout était clair. Les Iraniens ont été très francs sur la manière dont ils répondraient aux États-Unis. Ils l'ont dit, et ils ont fait exactement ce qu'ils avaient dit. Ils ont dit, si les États-Unis nous attaquent, on va fermer le détroit d'Ormuz. L'économie mondiale serait alors sous une pression énorme. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Ils ont dit qu'ils allaient frapper toutes les bases américaines dans les pays du Golfe, qu'ils allaient punir ces pays à cause de la présence de bases américaines. Et ils l'ont fait. Alors, qu'est-ce qui a forcé les États-Unis? Qu'est-ce qui a poussé l'administration Trump à agir? Vous vous souvenez, en juin 2020, quand ils ont déclenché la guerre avec ces assassinats, en pensant que le gouvernement allait s'effondrer, que tout allait s'effondrer. Ils ont commencé par des assassinats, puis Donald Trump est sorti en disant « Évacuez Téhéran, la capitale de l'Iran. Vous n'avez pas le choix. Vous devez vous rendre. »
You have no way but you have to surrender. Rien de tout ça ne s'est produit. After 10, 12 days of war, he came out and said that Après 10, 12 jours de guerre, il est sorti en disant qu'il allait y avoir un cessez-le-feu entre les deux camps, un cessez-le-feu temporaire. Et puis, ils ont commencé à avoir une sorte d'agitation, des manifestations en Iran. Ils ont tout fait, absolument tout. Aujourd'hui, quand on assemble toutes les pièces du puzzle, quand on regarde l'ensemble, la secrétaire au Trésor des États-Unis a expliqué ce que les États-Unis avaient fait depuis le premier jour, depuis l'arrivée de l'administration Trump au pouvoir, pour faire chuter ou détruire l'économie iranienne. C'est ce qu'il a dit. Et nous savons ce qui est arrivé à l'économie iranienne. Parce que moi, vous vous souvenez, j'étais en Iran en décembre 2017, en janvier, au moment où ces manifestations ont eu lieu. J'ai vu ces manifestations. Je suivais ce qui se passait à l'intérieur de l'Iran. Les 2 premiers jours, c'était vraiment des protestations. Tout tournait autour de l'inflation, de l'économie, des difficultés que les gens rencontraient. Ensuite, le gouvernement a essayé de négocier avec les manifestants, avec des économistes, avec les élites du bazar, les élites du marché iranien. Et quand certains ont eu l'impression que le gouvernement commençait à agir, les protestations se sont transformées en émeutes. Ils ont détruit des banques, des ambulances. Je crois qu'environ 20% des ambulances de Téhéran ont été détruites pendant ces jours-là. Et beaucoup de personnes innocentes ont été tuées. Donald Trump a envoyé beaucoup d'armes. Il a dit « Je les ai envoyés en Turquie, à ces terroristes, au peuple kurde en Irak, pour qu'ils les transmettent au peuple iranien, au soi-disant peuple iranien. » Mais il a ajouté que ces armes n'étaient pas arrivées entre les mains du peuple iranien. Pourtant, c'est bien le cas, parce que les Kurdes en Irak ont dit « Nous, on n'a pas ces armes. » Alors, où sont-elles passées? Et l'Iran les retrouve petit à petit. Regardez les images qui viennent d'Iran. On voit comment les services de renseignement, comment les forces de sécurité iraniennes saisissent ces armes, celles qu'on retrouve entre les mains des émeutiers, payés et armés par les États-Unis, qui mettent la pression sur leur économie, détruisent la vie du peuple iranien et envoient des armes pour qu'ils s'entretuent. Tuer le peuple d'Iran. C'est le même scénario de la CIA, le même qu'ils ont utilisé sur la place Maïdan en Ukraine. Ils avaient des snipers qui tiraient en même temps sur la foule, sur les forces de sécurité et sur la police. Ils ont fait exactement la même chose en Iran. C'est le même scénario. D'ailleurs, ils avaient ces Iraniens de la diaspora, le fils de l'ancien Shah d'Iran, qui est sorti en disant « Tous ceux qui me soutiennent, descendez dans la rue, manifestez, renversez les institutions capturées en Iran. » Voilà les mains derrière tout ça. Et il y a seulement 3 jours, on a appris, dans un nouvel article du Financial Times, qu'ils avaient payé une chaîne iranienne, une chaîne en persan basée au Royaume-Uni. Cette chaîne a reçu, avant même que les manifestations ne commencent en Iran, 820 millions de dollars. Ils ont reçu ça, vous savez, pour aider à semer le chaos dans la société iranienne. Ils faisaient partie du plan. Ils ont tout fait. Ils ont donné leur maximum. C'est ça le problème auquel l'Iran faisait face avant que cette guerre ne commence. Puis quand ils ont vu que les choses ne se passaient pas comme Donald Trump l'avait imaginé, qu'il ne pouvait pas faire tomber le gouvernement, Netanyahou et le Mossad disaient à l'administration Trump « C'est le moment ». Tout ce chaos, ce désordre immense en Iran, c'était selon eux le moment d'attaquer tous ensemble. Vous vous souvenez, en juin 2025, c'est Israël qui a attaqué l'Iran. Ce n'était pas les États-Unis. Mais l'administration Trump a finalisé cette attaque avec des bombardiers B-52 envoyés en Iran qui ont frappé certaines cibles dans les installations nucléaires iraniennes.
hitting some targets in Fordo, in nuclear facilities, hitting nuclear facilities in Iran. Then the second part, Ensuite, la deuxième partie, Netanyahou a dit « Tout est prêt maintenant. On a eu les manifestations, on a eu les émeutes, la société est fracturée, tout s'effondre. Et il faut attaquer. Et ça ne prendra pas beaucoup de temps pour faire tomber le gouvernement. Si on détruit le gouvernement iranien, alors il n'y aura plus d'Iran. Plus d'Iran du tout. Ils étaient préparés. Pour les Kurdes, les Turcs, les Baloutches, ils avaient leurs oppositions, pas en Iran, mais à l'extérieur. Ces gens de la diaspora disaient « On va s'en occuper ». Ils avaient préparé des documents pour créer des États séparés ou des provinces autonomes, gérées localement, pas par le gouvernement. Donc, ils avaient tout planifié pour détruire l'Iran et le diviser en provinces. C'était ça le plan. Et l'administration Trump a été convaincue par les Israéliens. Lançons les attaques. Tu sais, ce type, c'est un vrai joueur. Il adore le risque. Alors, il s'est lancé. Et ce n'était pas seulement à cause de ce que disait le Mossad. Le Mossad les a aidés dans l'affaire du Venezuela. Ce n'était pas juste les États-Unis et la CIA. Le Mossad les a vraiment aidés sur le dossier du Venezuela. Et ils ont créé une sorte d'illusion. Une illusion pour Donald Trump, en lui faisant croire que si on essayait de faire la même chose, il n'y aurait aucun soutien pour le gouvernement iranien, que personne ne soutient la direction iranienne, que les gens détestent leur gouvernement, qu'ils détestent leurs dirigeants. Et ici, en Occident, ils avaient soi-disant un expert de l'Iran. Et à chaque fois qu'on les invite, ils répètent « Régime iranien, ce régime est impopulaire, ce régime détruit tout, il tue leur peuple. » La société, elle, se fait frapper de plein fouet, tu vois? Elle encaisse coup sur coup. C'est incroyable. C'était incroyable de voir ces experts dire qu'aujourd'hui, l'Iran est plus faible qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, que l'Iran, en ce moment, ne représente rien, qu'il ne peut rien faire, que son armée ne vaut rien. Ils ont fabriqué, je ne sais pas s'ils faisaient partie du Mossad, mais en tout cas, ils jouaient clairement le jeu du Mossad. Ils jouaient aussi le jeu de la CIA. Ils diffusaient une sorte de fausse information. Et ça a contribué à façonner l'état d'esprit de l'administration Trump pour attaquer l'Iran. Le cas du Venezuela a eu un impact énorme, une influence majeure sur ce que Donald Trump a décidé de faire avec l'Iran. Alors, l'attaque a eu lieu. Il pensait qu'avec le temps, ça durerait 2 jours, 3 jours, peut-être 4. Il ne se passe rien. Continuons. Ils ont épuisé leur stock aux États-Unis. Les systèmes THAAD ont été détruits au Moyen-Orient. Ils ont fait venir un système THAAD depuis l'extérieur de la région, depuis la Corée du Sud. Ils ont demandé au gouvernement polonais d'envoyer le système de défense aérienne en Israël ou en Jordanie pour aider Israël, pour défendre Israël. Je ne sais pas combien de ces systèmes de défense aérienne en Europe ils pourraient retirer pour les envoyer en Israël. Mais d'après ce qu'on a vu dans les informations, ce qui est rapporté dans les médias, sur le terrain et en coulisses, on n'a rien vu de tel. Le gouvernement polonais a dit « Non, nous n'allons pas envoyer notre système de défense aérienne parce qu'on a un combat ici. C'est une guerre entre l'Europe et la Russie. » Franchement, c'est ridicule, non? Mais c'était leur argument. Alors les États-Unis ont tout fait. Et aujourd'hui, s'ils décident de lancer la guerre, ils peuvent frapper. Ils ont envoyé beaucoup d'armes et de missiles au Moyen-Orient. Même avant, tu te souviens, le 28 février, ils se préparaient à cette attaque qui a eu lieu ce jour-là. Et maintenant, ils ont encore plus de missiles, plus d'armes dans la région, s'ils veulent déclencher une nouvelle guerre contre l'Iran. Et l'Iran le sait. Ils ont plus de missiles. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le système de défense aérienne qu'il faut pour Israël.
S'il déclenche la guerre, Israël va devenir comme Gaza. L'Iran raserait Israël s'il lance la guerre. Et pas seulement Israël, toute la région serait touchée par ce conflit. On ne peut pas attaquer l'Iran sans passer par l'Arabie saoudite, l'Irak et tous les pays autour. Et l'Iran ripostera. S'ils ouvrent un nouveau front, il n'y aura plus d'Émirats arabes unis pour être l'allié d'Israël, pour être son allié en Asie de l'Ouest. Ils peuvent raser les Émirats. Souvenez-vous, les Émirats étaient le seul pays qui, après 30 ou 40 jours de guerre, 39 jours exactement, on dit « on n'a plus de liquidité. Si les États-Unis ne nous aident pas, on ne peut pas tenir. Il faudra se rapprocher de la Chine si les États-Unis décident de ne pas nous soutenir. » Ce ne sont pas des pays. Ce ne sont pas de vrais pays. Peu importe la force de leur monnaie, ils n'ont pas d'économie. Mais l'Iran, lui, c'est un pays. C'est une économie. Ils produisent 90-95% de la nourriture qu'ils consomment. Ils en ont même plus qu'il ne leur en faut. C'est pour ça qu'ils exportent de la nourriture et beaucoup d'autres produits vers d'autres pays. Ils restent dépendants pour certaines choses, comme le soja, ou encore le blé, parce que le riz et le pain sont des aliments essentiels sur la table iranienne. Donc oui, ils dépendent en partie du riz et du blé qui servent à faire le pain. Mais tout ça vient surtout d'Inde et du Pakistan. Le Pakistan est un pays voisin, donc il n'y a pas de problème. On a bien vu comment le Pakistan facilite la situation malgré le blocus américain dans le Golfe Persique. Ils aidaient les Iraniens à réduire, d'une manière ou d'une autre, l'influence du blocus américain. Et en ce moment, Donald Trump demande à l'Iran de se rendre. Il veut une reddition totale des Iraniens. Et il pense qu'il est en train de gagner. Je ne sais pas s'il le pense vraiment, ou s'il essaie simplement de présenter les choses ainsi pour convaincre le peuple américain, ou ceux qu'il soutiennent encore dans cette guerre au Moyen-Orient. Parce que, d'après les sondages, on sait que plus de 70% des Américains sont contre la guerre au Moyen-Orient et contre ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Mais il garde le soutien de son parti, du Parti républicain, de la base MAGA. Et voici ce qu'il a dit à propos de la guerre avec l'Iran, de la façon dont il l'aperçoit et de la manière dont les grands médias américains en parlent. Drapeau blanc de reddition. On se rend à la grande armée américaine, la plus puissante de toutes. On se rend, on se rend, on se rend. Le New York Times dirait que l'Iran a combattu avec bravoure et a vaincu les États-Unis d'Amérique. Franchement, la couverture médiatique est catastrophique. Vous remportez une grande victoire dans une bataille et eux disent que vous avez perdu. Vous détruisez toute leur marine et ils affirment que leur marine se porte à merveille. Non, elle a été vaincue. Totalement vaincue. Et ils prétendent que c'est une terrible nouvelle pour notre pays. Et vous savez, pour vraiment être un grand pays, il faut avoir des médias équitables. Et nous, on n'a pas de médias équitables. Tout ce qu'ils savent faire, c'est mentir. Eh bien voilà, c'est ça les démocrates. Ils n'ont aucune politique. Ils n'ont rien sur quoi s'appuyer. Ce sont des démocrates, d'accord? Oui, c'est son argument à lui. Et quand il dit que l'Iran a été vaincu, il faut se demander quel était l'objectif. On n'a jamais vraiment entendu parler des objectifs de la guerre contre l'Iran. Il a dit qu'il voulait, vous savez, détruire les capacités iraniennes de produire des armes nucléaires. Tulsi Gabbard, qui vient de démissionner de son poste aux États-Unis, a déclaré qu'il n'y avait aucun signe montrant que l'Iran cherchait à se doter de l'arme nucléaire et que leur politique à ce sujet n'avait pas changé. C'est le dernier rapport qu'elle a publié sur la situation du programme nucléaire iranien. Mais on a vu que l'objectif de l'administration Trump dans cette guerre contre l'Iran n'était pas vraiment le programme nucléaire iranien.
Le programme nucléaire était déjà sur la table lors de la première phase, avant la première phase de la guerre, quand Israël a attaqué l'Iran. Puis il y a eu la deuxième phase de la guerre, quand les États-Unis, avec Israël, ont attaqué l'Iran. À ce moment-là, ils négociaient sur le programme nucléaire iranien. Et on a appris que l'Iran avait accepté, même pour ses 400 kilos d'uranium enrichi, de les diluer, de les ramener à 60% sur le sol iranien, pas à l'extérieur du pays. Ça, c'était mentionné avant le début de cette guerre. Donc le problème, ce n'était pas le programme nucléaire iranien. Ce n'était pas non plus les armes nucléaires de l'Iran. Tout tournait autour de Donald Trump. Donald Trump. Il a dit « Je veux choisir le guide suprême de l'Iran ». Il voulait faire la même chose. D'ailleurs, il avait déjà fait pareil au Venezuela. C'est pour ça qu'il était complètement dans l'illusion. Il pensait qu'il allait reproduire ça avec l'Iran. Mais l'Iran, ce n'est pas le Venezuela. Ce n'est pas l'Irak. Ce n'est pas l'Afghanistan. L'Iran, c'était un empire, bon sang. Une immense partie de cette planète était sous le contrôle de l'empire iranien. C'est une culture. C'est une civilisation, comme la civilisation russe, comme la civilisation chinoise. On peut attaquer un de ces pays qui faisait partie de l'Union soviétique. On peut les détruire. Mais on ne peut pas détruire la Russie, qui était le cœur de l'Union soviétique. Parce que l'Union soviétique, c'était un immense territoire, mais le cœur, le cerveau, c'était la Russie. C'était une civilisation. Et l'Iran, l'empire iranien, c'était un immense empire. Mais le cerveau, le cœur, c'était l'Iran, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran. C'est pour ça qu'on ne peut pas y aller comme ça. Ces gens-là sont fiers de leur histoire. Ils savent se battre. On ne peut pas les humilier en disant, par exemple, « Je vais choisir qui sera le guide suprême de l'Iran, qui sera le président de l'Iran, et vous allez faire tout ce que je vous dirai. Vous allez m'envoyer votre pétrole et votre gaz aux États-Unis, je vais les vendre à votre place, et c'est moi qui recevrai l'argent. » Et peut-être qu'une partie de cet argent va finir par retourner en Iran, à la Banque centrale, comme ça s'est déjà produit. C'est exactement le même scénario qu'en Irak. Depuis des années, ils font la même chose là-bas. Ils l'ont fait au gouvernement irakien. Ils vendent le pétrole du gouvernement irakien et l'argent revient dans les banques à New York. Ils faisaient la même chose en Syrie. Ils ont pris le contrôle de la région qui produisait du pétrole en Syrie. Ils ont envoyé ce pétrole et l'ont vendu aux Israéliens. Et l'argent qui revient dans les banques, une partie de cet argent que l'Israël verse aux États-Unis pour ce pétrole, finit à nouveau entre les mains des Israéliens. En gros, ils vendent le pétrole syrien pour presque rien à Israël. Et ils font la même chose au Venezuela. Oui, la même chose au Venezuela. La situation est-elle stable là-bas? Est-ce que ça va rester comme ça? J'y crois pas. Ils n'ont pas vaincu les chavistes au Venezuela. Ils vont revenir. Tôt ou tard, on va voir d'énormes troubles, des manifestations, des émeutes au Venezuela contre ce qui se passe. Parce que les gens verront que rien ne change dans la société. Ils ont renversé leur président, le président légitime du Venezuela. Ils ont attaqué le pays. Et maintenant, le président est aux États-Unis. C'est quand même complètement absurde, non? Donald Trump voulait dominer le système énergétique mondial. Ils savent qu'ils ne peuvent pas vaincre la Chine. Ils ne pourront pas la battre, ni militairement, ni économiquement, ni sur le plan géopolitique. La Chine est en train de gagner sur tous les fronts. Ils le savent très bien. Dans l'esprit de ces décideurs aux États-Unis, la seule façon de mettre la Chine à genoux, c'est de dominer le marché de l'énergie ou de contrôler les flux de pétrole à travers la planète. Alors, ils ont commencé par le Venezuela, puis se sont tournés vers l'Iran. Imaginez un instant s'ils parvenaient à faire quelque chose contre l'Iran,
à renverser le gouvernement iranien. Qu'est-ce que cela signifierait pour la Chine et pour la Russie? Ce serait une énorme perte pour les deux et pour l'équilibre de cette planète. Parce que si le gouvernement iranien tombe, tous les pays du Golfe, les pays du CCG, se retrouveront complètement sous la coupe des États-Unis. Ils n'auront plus aucune marge de manœuvre. Ils ont déjà beaucoup sacrifié. Toutes ces grandes et magnifiques bases militaires sur leur territoire, ils payaient pour tout, absolument tout. Les soldats, les infrastructures, tout. Leurs terres étaient occupées, et c'est eux qui finançaient cette occupation. Alors, quand la guerre a commencé, ces mêmes bases sont devenues la principale raison pour laquelle ils ont été frappés par des missiles iraniens. Parce que les États-Unis utilisaient ces bases contre l'Iran, pas pour aider les pays du CCG. Voilà la réalité des pays du Golfe aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont changer de comportement? Je ne le pense pas. Parce que la plupart de leur argent est à New York, aux États-Unis. C'est pour ça que les Émirats arabes unis se sont retrouvés à court de liquidités en 30, peut-être 39 jours de guerre. Ce ne sont pas de vrais pays. Ils sont tous sous la coupe des États-Unis. Quand Washington décide de faire quelque chose au Moyen-Orient, ils disent simplement « Donnez l'ordre, on vous suit ». Mais le vrai problème, c'est l'Iran. Pour Donald Trump, c'était un pari énorme. S'il arrivait à faire quelque chose avec l'Iran, ce serait un gain colossal pour les États-Unis. Parce que le détroit d'Ormuz, c'est la clé. Tout le monde sait aujourd'hui à quel point il est stratégique. Ce n'est pas seulement une question de pétrole ou d'énergie, c'est aussi la nourriture, la chose la plus essentielle sur cette planète. C'est les engrais, l'hélium, l'aluminium. Beaucoup de choses passent par le détroit d'Ormuz. Imaginez simplement ces câbles, les câbles Internet, qui traversent le détroit. Vous voyez à quel point ils sont importants. Donc, tout était lié. Le pétrole, le gaz, l'Iran, le Caucase du Sud. Tout aurait pu basculer. Et la Russie, elle, est partie se battre en Géorgie. Et l'une des principales raisons du conflit en Géorgie, c'était la sécurité. La même raison qu'en Ukraine. Imaginez simplement qu'il se passe quelque chose dans le Caucase du Sud. Tout serait détruit. L'initiative des nouvelles routes de la soie, terminée. Le corridor nord-sud, terminé. Et ils devraient revenir vers les États-Unis. Et les États-Unis deviendraient les maîtres de cette Asie de l'Ouest. Ils dirigeraient non seulement l'Asie de l'Ouest, mais aussi, je dirais, l'Asie centrale. C'est pour ça qu'on voit le gouvernement britannique aller conclure des accords avec l'Arménie, avec l'Azerbaïdjan. Ces petits pays qui n'ont pas vraiment d'importance sur le plan militaire ou économique. Ils ne sont ni très grands, ni très puissants. Mais ils essayent de créer une sorte d'alliance avec ces pays. Ils pensent pouvoir manipuler le Caucase du Sud, qui est en quelque sorte le cœur du futur concept eurasien. Imaginez un instant, si l'Iran n'était pas dans ce tableau, que se passerait-il pour la Russie et la Chine? Et que deviendrait l'Iran en tant que culture, en tant que civilisation? Les États-Unis ont attaqué l'Iran aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu ce que le président du Parlement iranien a tweeté hier. À mon avis, c'est le message le plus important du gouvernement iranien depuis le début de cette guerre, depuis la révolution de 1979. Parce que la question a toujours été, est-ce qu'on va négocier avec les États-Unis? Est-ce qu'on va obtenir quelque chose par la négociation? Est-ce qu'on va faire quelque chose avec les États-Unis? Parlons du programme nucléaire. Facilitons les choses. Convainquons les États-Unis qu'ils peuvent investir en Iran. Créons une forme de lien économique avec eux. D'ailleurs, c'est exactement le même état d'esprit illusoire qu'on voit entre la Russie et les États-Unis. Ces gens, comme Kirill Dmitriev et d'autres, qui pensent que le problème américain peut se résoudre, que cette mentalité hégémonique peut disparaître en passant des accords ou en établissant des liens économiques avec les États-Unis.
Non. Ils ne veulent pas que la Russie reste la Russie. Ils ne veulent pas que la Russie soit puissante. Le problème, c'est vous. C'est la Russie. La Russie, c'est elle-même le problème. L'Iran, c'est lui-même le problème. Revenons un peu en arrière. Je ne sais pas si vous connaissez la doctrine Wolfowitz. Dans cette doctrine, il y a 2 points essentiels. Pas de puissance régionale et pas de superpuissance. Personne ne doit exister comme puissance régionale ou superpuissance. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui contre l'Iran et la Russie. Le problème, c'est que l'Iran est un pays uni, aussi puissant qu'il l'est, et la Russie, un pays aussi puissant que la Russie. Voilà les problèmes. Ce n'est pas « vous pouvez venir ici, établir des liens économiques, ce serait magnifique. Et demain serait encore plus beau avec la coopération des États-Unis. » Ces gens ne sont pas là pour coopérer avec vous. Ils sont là pour vous détruire. Ils ne veulent pas que vous soyez là. C'est pour ça que tout le concept de la création d'Israël. Imaginez un peu, qu'est-ce que ça veut dire Israël aujourd'hui? Qui le soutient? C'est une création de l'Empire britannique. Mais l'Empire britannique, il existe encore? Non, il n'existe plus. Aujourd'hui, c'est l'Empire américain qui soutient Israël. Regardez ce qui s'est passé à Gaza, en Cisjordanie. Il n'y a plus de Cisjordanie. Vous pouvez l'appeler comme ça. Répétez Cisjordanie toute la semaine. Ça ne change rien à la réalité. Ils ont détruit la Cisjordanie. Regardez les colons, ils s'emparent de tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Israël est le proxy en Asie de l'Ouest, un proxy qu'on utilise. Le jour où l'Iran tombera, ils prendront tous ces pays du Golfe, et aucun d'entre eux n'est capable de se défendre. Israël va frapper chacun de ces pays, sans exception. Et les Émirats arabes unis, imaginez un peu. Les Émirats, l'Arabie saoudite, le Qatar, ces pays n'ont pas d'armée capable de se défendre. Ils n'ont pas les moyens. Sans l'Iran, ils pourraient prendre le contrôle de toute l'Asie de l'Ouest. C'est ça, le véritable agenda. Ils ne veulent pas d'un grand Iran, d'un Iran fort, d'un Iran puissant qui a soutenu leur économie. Et les gens s'inquiètent, avant tout, pour l'état du droit international, qui est menacé par cette guerre. Et des gens meurent. Oui, tout le monde sait que des gens meurent depuis très longtemps. Mais imaginez combien de personnes ces sanctions américaines ont tuées au fil des années. Il y a même des estimations, environ 26 millions de morts à cause de ces sanctions. Ce qu'ils ont fait en Irak, c'est un holocauste. Vous pouvez l'appeler autrement, mais les sanctions tuent des gens. Elles tuaient déjà des gens. Regardez la situation à Cuba. Ils ne sont pas satisfaits. Ils ont détruit un pays qui s'appelait Cuba. Et même avec ça, malgré tout ça, l'administration Trump n'est pas satisfaite. Il veut tout, absolument tout à Cuba. Il veut diriger Cuba. C'est les mêmes personnes. Croyez-moi, c'est de l'esclavage, c'est du colonialisme, rien d'autre. On ne peut pas comprendre autrement ce genre de comportement des États-Unis. C'est la même chose. C'est la phase moderne du colonialisme et de l'esclavage. Ils veulent que le Venezuela soit leur esclave. Ils veulent que le Canada soit leur esclave, que le Groenland soit leur esclave, que le Mexique soit leur esclave. Tout le monde. Est-ce qu'ils vont le changer? Non. Non. Et le problème, c'est qu'en ce moment, ils font face à quelque chose qu'on appelle l'Iran. Et je suis sûr qu'ils vont se battre jusqu'au dernier. Et ils sont prêts. Plus que prêts. Ils ont beaucoup de surprises pour les États-Unis. Beaucoup de surprises pour les États-Unis. Ce n'est pas une question de bases militaires au Moyen-Orient. Ils peuvent frapper des bases militaires en Australie. La portée de leurs missiles n'est pas un problème. Ce n'est pas un souci pour les Iraniens. La portée n'est plus un problème pour l'armée iranienne. Pour les gardiens de la révolution, ils ont conçu, ils ont décidé de limiter la portée de leurs missiles à 1200 km.
the range of their missiles to 12,000 kilometers. They can hit targets in Australia, those bases that Ils peuvent frapper des cibles jusqu'en Australie, ces bases que les États-Unis utilisent, aussi loin qu'en Australie. Quand je dis ça, je veux dire qu'il faut comprendre comment l'Iran pourrait frapper les États-Unis eux-mêmes s'ils décidaient d'aller jusque-là. Ce ne sera pas une guerre régionale. Et ils sont prêts. Croyez-moi, ils sont prêts pour ça. Ils sont prêts à chaque étape de l'escalade. Ils sont prêts à sacrifier leur vie pour défendre l'Iran, parce que l'Iran est essentiel pour eux. Pour ceux qui sont à l'extérieur et qui ne connaissent rien à l'Iran, qui disent que la société iranienne est divisée entre Kurdes, Turcs, Lors, Baloutches, Turkmènes, et ainsi de suite. Les Persans, les gens du nord, du sud, ce n'est pas la réalité. That's not the reality. This is you go to Iran, you talk with Iranian C'est, people. vous allez en Iran, vous parlez avec les Iraniens. Ils ressentent l'Iran. C'est dans leur sang. C'est pour ça qu'ils sont prêts à se battre. Vous vous souvenez du général Kane? Quand ils ont mené cette opération dans le sud d'Ispahan, il a dit que tous ceux qui nous voyaient dans le ciel nous attaquaient avec tout ce qu'ils avaient. Un fusil, n'importe quelle arme à leur portée. Ils nous frappaient. C'était des gens des campagnes. Voilà la réalité de l'Iran d'aujourd'hui, et c'est aussi son histoire. Ceux qui ne connaissent pas bien l'Iran doivent savoir que pour comprendre ce pays, il faut connaître un poète, un grand poète, très important. D'une certaine manière, c'est un prophète pour le peuple iranien. Il s'appelle Ferdowsi. Il a écrit un livre sur la guerre, sur la façon dont les Iraniens mènent la guerre. About the war, how Iranians fight a war. The book is the book of kings. They call it the book in Le livre, c'est le livre des rois. En anglais, on l'appelle comme ça, le Book of Kings. Mais en persan, son vrai nom, c'est le Shahnameh. L'un des passages les plus tragiques. Qui peut vraiment en comprendre la réalité? L'auteur de ce livre s'appelait Ferdowsi. C'était un musulman chiite. Il vivait à l'époque de l'Empire sassanide. Et il lui a fallu 30 ans pour écrire ce livre. L'un des moments les plus tragiques, à mon avis, et qui est essentiel pour comprendre la culture iranienne, c'est le combat entre le père et le fils. Le héros de ce livre s'appelle Rostam. Rostam, c'est le héros, le super-homme de l'armée iranienne. Et l'ennemi de l'Iran, dans ce récit, c'est le Turan, qu'on appelle Turan. And the enemy of Iran is Turan in this book called Turan. And when it comes, there is a tragedy happening in this book. Et à ce moment-là, il y a une véritable tragédie dans ce livre. Rostam, le héros, se bat contre son propre fils, sans savoir que l'homme qu'il affronte est son fils. Des années plus tôt, il avait épousé la fille du roi de Touran, et il ignorait que Tamineh, sa femme, était enceinte. Quand il a quitté le Touran, l'ennemi de l'Iran, pour rentrer en Iran, il ne savait pas qu'elle attendait un enfant. Il ne l'a pas revue. Et plus tard, quand la guerre éclate entre l'Iran et le Touran, les deux hommes se retrouvent face à face sur le champ de bataille. Tous les deux iraniens d'ailleurs. Rostam, le héros iranien, combat l'homme venu du Touran, qui n'est autre que son fils. Et pendant tout le combat, il se bat sans savoir qu'il affronte son propre fils. When he's fighting his son. And the son has some sort of sign on his. Et d'une certaine façon, le fils porte un signe sur le bras, parce que son père avait demandé à la mère de lui mettre ce signe en disant « Mets-le sur son bras, je veux voir ça ». Mais il ne savait pas. Et ce signe est bien sur le bras de son fils, sauf qu'il ne s'en rend pas compte. Il se bat contre lui. Et puis, il y a un moment où il comprend que celui qu'il affronte, c'est son propre fils. Mais il le tue dans ce combat. Il ne tue pas seulement son fils, il se tue lui-même en le tuant. Parce que pour lui, ce qui compte avant tout, c'est l'Iran. Pas lui, pas son fils. Et il y a une statue dans la ville de Tous, en Iran, qui représente ce moment où il tue son fils pour l'Iran. Parce que ce qui est important, c'est l'Iran, pas lui, pas son fils. Et que se passerait-il pour l'Iran? C'est ça le sentiment profond de la culture iranienne. C'est une civilisation, une culture qui est prête à tout sacrifier pour rendre son pays plus grand, plus fort, meilleur.
Et vous l'avez vu, je pense. Vous vous souvenez, quand la première phase de la guerre a commencé, le chef du Conseil de sécurité iranien, Ali Larijani, avait été contacté en juin 2025, juste avant l'attaque israélienne contre l'Iran. Il a raconté que quelqu'un en Israël l'avait appelé. On sait que beaucoup de Juifs iraniens vivent en Israël et qu'ils parlent un persan parfait. Ils l'ont appelé pour lui dire « Tu dois quitter ton pays, sinon on va te tuer ». Et il a répondu « Venez. Si vous voulez me tuer, venez ici. » Je suis prêt pour ça. Voilà la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. Il a été assassiné pendant la deuxième phase de la guerre, qui a commencé le 28 février. Lui et son fils ont sacrifié leur vie. Il savait ce qui était en jeu, et il a été tué avec son fils pour l'Iran. C'est ça la réalité. Beaucoup de gens ne comprennent pas ou ne peuvent pas comprendre, mais c'est ce pays, c'est cette culture. Le peuple, peu importe les circonstances, se battra jusqu'au dernier moment. Ali Larijani et son fils Murtaza sont les nouveaux Rostam et Sohrab de l'Iran. On se souviendra d'eux comme ça. Ils ont donné leur vie pour l'Iran. Et Donald Trump doit savoir que ces gens vont se battre. Ils vont riposter. Il y a tellement de choses à dire. Ce sont des gens modernes, bien préparés. Ils savent se battre. Ils ont la tradition. Ils ont les armes. Ils ont un système de défense aérienne. Et ils l'ont énormément amélioré. C'est pour ça qu'on voit le système de défense aérienne iranien en Arménie. C'est pour ça qu'on voit des bombes iraniennes sur les Su-30 de l'armée arménienne. Voilà l'Iran d'aujourd'hui. Et ils vont envoyer beaucoup de ces armes, pendant ou après cette guerre, à d'autres. Ça montre à quel point l'Iran est prêt. S'ils utilisent des armes nucléaires, ce serait le pire scénario. J'espère vraiment que personne n'emploiera jamais ce genre d'armes. Mais on sait que les Israéliens sont imprévisibles. Hier encore, on avait Jonathan Pollard. J'ai vu son interview. Il parle de bombarder l'Iran avec des armes nucléaires. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Allons-y, bombardons l'Iran. Gérons ça. Mais s'ils font ça, il n'y aura plus d'Israël. Et ces Juifs ashkénazes, venus d'Europe, de l'Est de l'Europe, dans la région, on les renverra d'une manière ou d'une autre. On les renverra chez eux. Il n'y aurait plus d'Israël si des armes nucléaires étaient utilisées contre l'Iran. C'est la réalité. Et je ne vois pas... Voilà ta définition de ce qui se passe avec Donald Trump. Est-ce qu'il a gagné quelque chose dans la guerre contre l'Iran? Non. Il a perdu. Il a perdu. Ce n'était pas seulement une défaite militaire. C'était aussi une défaite géopolitique, stratégique et économique. Il a tout perdu. Je ne sais pas ce qu'il veut. Je ne sais pas comment peut-il vendre sa soi-disant victoire dans sa propre vision des choses au peuple américain. C'est ça son problème. C'est pour ça que l'Iran ne veut pas l'aider à faire passer cette fausse victoire auprès du peuple américain. C'est la fin pour Donald Trump. Plus il s'acharne contre l'Iran, plus il s'enfonce. Il ne tirera rien de cette guerre. S'il la déclenche, il va encore perdre. Il va perdre encore et encore. C'est la réalité. Et Israël, quel est le résultat de cette guerre? Israël, aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec ce qu'il était avant que la guerre ne commence. C'est pour ça que le Hezbollah est en train de les mettre à genoux dans le sud du Liban et dans le nord d'Israël. Et ça, c'est un signe d'espoir pour l'avenir, pour les habitants de Gaza et de la Cisjordanie. Ils ne vont pas rester là, parce que la prochaine étape, comme l'a dit ce type, Jonathan Pollard, ce sera un affrontement avec la Turquie et l'Égypte. The next fight would be with Turkey and Egypt. No, the guy is losing on each and every battle. But ce type perd sur tous les fronts, mais au lieu de reculer, il cherche encore la bagarre. Ces gens-là ne sont pas rationnels. C'est la réalité. Et ce sont eux qui dirigent à Washington. C'est triste. Vraiment triste à voir. Mais il faut accepter que c'est la réalité à Washington aujourd'hui. J'ai essayé de faire de mon mieux pour vous donner ma compréhension de la situation. Voyons maintenant ce qui va se passer. Et je pense qu'au final,
tout repose sur une décision. Je le répète encore et encore, Donald Trump doit décider de la fin de la guerre. Il peut capituler, comme il l'a fait face au Yémen en mer Rouge. Capituler et dire « J'ai gagné la guerre, je suis le vainqueur, je me retire du Moyen-Orient ». C'est la meilleure option pour Donald Trump. Voyons ce qui va se passer. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Un vrai plaisir, comme toujours. Great pleasure, as always.